Bonjour, c'est Marie-Ève Trottier pour le podcast Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo Pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 26. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Ève Trottier. Salut Marie-Ève. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Cool. Aujourd'hui, on va jaser de ton récent défi dans la côte Salaberry à Québec. On pourra parler plus en détail de ça, en quoi consistait ce défi ambitieux-là. Jaser aussi de ton parcours de coureuse. Puis, tu as pris position dans les dernières années sur la place des femmes, un discours féministe et intéressant, je pense, puis nécessaire pour la place des femmes dans l'ultra, dans les courses en sentier, dans la course en général, je pense. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'en ai parlé à l'épisode 23 avec Alexandra, mais je trouve que en voyant les réactions que ça a suscité, je me suis dit, ah ben ça, c'est un sujet qui titille les gens, puis que les gens ont envie de le connaître, ils ont envie d'en savoir plus. Je pense que tout le monde a comme une ouverture intéressante à ça, puis c'est ce qui est le fun. Ça démontre toute notre belle communauté. Il y a comme personne qui lance des tomates. Tout le monde est comme en mode, OK, je veux comprendre si... Je n'avais pas réalisé qu'il y avait ce problème-là, puis là, on va l'aborder de front, puis je veux le comprendre. Fait que c'est super intéressant. Donc, on aura l'occasion de jaser de ça. Mais avant, la question fatidique, qu'est-ce que tu bois, Marie-Ève? Je bois un kombucha maison, un fond de kombucha parce qu'il a trop fermenté, fait qu'il a explosé tantôt. Fait que là, il m'en reste un petit peu dans un vieux pot de pêche que je réutilise. Donc, c'est ça. C'est excellent. D'habitude, les gens sont là à name-dropper des noms de microbrasseries ou de producteurs. Là, j'adore ça. Kombucha maison. Ça fait longtemps que vous faites votre kombucha? Oui, ça doit faire 1 an à peu près. Puis là, c'est la première fois qu'il explose autant. Fait Écoute, je suppose que c'est une série d'essais et d'erreurs, de tests. Oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu parler de votre kombucha parce que pour la petite histoire, je l'ai raconté à d'autres épisodes, mais ton chum Steven et moi, on a passé 98% de l'Ultra Trail Arikana ensemble. On s'est suivi du 2e kilomètre au 125e, puis on a eu le temps de jaser en masse. Et il m'a parlé à un moment donné, entre 2 hallucinations ou entre 2 moments où les jambes n'avançaient plus, il m'a parlé de votre kombucha. Donc, ça va devenir populaire. On va peut-être pouvoir en vendre plus tard. ben exact. Suivez ça, du kombucha par et pour des coureurs d'ultra. Il y a quelque chose à faire. Il y a un branding. Peut-être, oui. De mon côté, moi, j'ai une Oceeland, une New England IPA de la microbrasserie Le Castor de Rigaud. Donc, gracieuseté de mes amis de la boutique Cheers, que je remercie. J'en parle à chaque épisode, mais Cheers, c'est une boutique de bière à Montréal. Donc, vous pouvez commander vos bières de microbrasserie. Il y a des sortes exclusives de microbrasserie québécoises. Vous pouvez commander ça par téléphone avant 16 heures, puis ils vous les livrent à votre porte. Donc, merci boutique Cheers et aussi, merci à Le Castor. Elle est vraiment très bonne. Oceeland IPA. Voilà, les présentations alcoolisées ou les présentations liquides sont faites. Maintenant, on peut jaser de trail. Marie-Ève, parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans les ultras à te lancer dans des défis un peu fous? Je pense qu'on a le droit de le dire fou, là, un demi-Everesting d'hiver dans une côte en asphalte. Je pense que David Bombardier pourrait stamper ça comme étant un plan de marde. Mais reculons un peu, parle-moi de ton parcours. J'ai toujours un peu couru, mais tu sais, pour être en forme, mettons 3 fois semaine, un 5 km. Depuis que j'ai 18 ans, je courais un peu comme ça. J'haïssais ça. C'était vraiment pour être en forme, gestion du poids, etc. Classique femme qui s'entraîne. Là. Ça arrive souvent, on entend souvent ça. Puis un jour, je sais pas, j'ai décidé que j'allais faire un 10 km de route
pour essayer une compétition de course. Là, après avoir eu mon fils, là, qui était, dans le fond, j'avais pris du poids pendant ce temps-là, puis je me suis dit, ben, je veux juste être en forme, faire de la randonnée, c'est ça que j'aimais le plus faire, faire des longues randonnées, puis plus être essoufflée, puis juste être en forme. C'était pas pour perdre du poids non plus, c'était vraiment juste retrouver la forme. Puis là, ben, c'est là que j'ai eu la piqûre des distances. J'ai attrapé la maladie mentale des courses. Puis c'est ça, fait que j'ai fait un 10 km. Après ça, je me suis dit, hey, c'est pas assez, je veux faire un demi-marathon. Puis là, après mon demi-marathon, c'était toujours pas assez, je voulais faire un marathon. Puis là, je me suis mis à lire sur les ultras. Puis là, je me suis dit, hey, il y a du monde qui font ça, ils sont débiles, il faut vraiment que j'essaye de faire ça. C'est ça qui s'est passé. Puis j'ai enchaîné les distances. Là, à partir du 10 km, ça fait à peu près 3 ans et demi. Premier 10 km. Ben, j'avais déjà couru des 10 km avant de tomber enceinte, puis ça faisait partie de ma routine des fois d'en faire. Mais vraiment comme m'inscrire à une compétition. Puis après ça, demi-marathon, je l'ai fait 1 an plus tard à peu près. Puis là, ensuite, là, j'ai vraiment enchaîné les longues distances par la suite. Là. On est allé marathon, ultra dans la même année, première ultra. En fait, 3 premiers ultras, puis un marathon dans la première année. Ça a commencé fort. C'est quand c'est l'année passée? Ben, 2019? Ouais, ça fait juste 1 an et demi que je cours des ultras. Là. Okay. Oui, c'est ça. On est rendu au, je pense, 6 ou 7e en 1 an et demi. Là. Fait que, c'est ça. C'est une progression quand même rapide. Oui, mais j'ai attrapé la piqûre, puis j'avais juste comme but de faire un 160 km. Là, fait que j'ai encore ça dans la tête. Il faut vraiment que... J'aime que tu dises que j'avais juste comme but. C'était modeste, courir 160 km à la portée de tout le monde. Comme dit Carl Meltzer, 100 miles is not that long. C'est ça. Je sais pas, j'avais lu Born to Run, là, puis ça avait l'air accessible, même si les gens couraient nu-pieds. Puis je sais pas. C'est venu me chercher. L'imaginaire quand même, la distance, je pense. C'est comme le marathon. Beaucoup de coureurs de route aspirent à cette distance mythique-là de 42,2. Je pense qu'en ultra, moi, ma définition, puis c'est celle de bien des gens, il y a des gens qui disent que c'est pas tout à fait ça, mais moi, dès que tu dépasses la distance du marathon, tu tombes dans l'ultramarathon, que ce soit du 50K et plus. Mais on dirait que le 100 miles, le premier ultra, vrai ultra, c'est Western States, c'est un 100 miles. Il y a quelque chose de mythique avec la distance de 160 km. Puis... Fait que ça, c'est l'objectif, mais à voir à quel point, chaque fois que tu atteins ton objectif, tu dépasses, je suppose qu'après le 160, ça ne s'arrêtera pas là. J'ai des doutes là-dessus. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme course? Tu parlais de tes 6 ultras en 1 an et demi. C'est quoi ton build-up de course du marathon jusqu'à aujourd'hui? Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai fait mon premier marathon en avril 2019. Puis après ça, j'ai récupéré du marathon. Ça a été long. C'est drôle. Ça a été la fois où j'ai eu le plus besoin de récupérer. Ça a été dur en plus. J'étais vraiment... j'avais le IT band démoli, là, classique premier marathon, puis ça faisait mal, puis j'avais de la misère à marcher le lendemain. Mais après ça, j'ai récupéré, puis j'ai fait le Sentier du Fjord en full autonomie, autonomie complète. Là, c'était juste pour dire que je dépassais le 42, là. Puis je pense que c'était 44, en tout cas. Puis ça a été mon premier ultra. Ensuite, j'ai fait 65 à Arcana pas longtemps après. Celui-là, c'était en juillet. À Arcana, c'était en septembre. Puis après ça, j'ai fait le Trail du Grand-Duc, 50 km. Je pense que c'est début novembre. Ça a été en 2019. Là. Ça a été une bonne année pour commencer. Moi, j'avais juste couru des demi-marathons avant. 2019, c'était une bonne année pour toi. C'est ça. Puis là, ben, après ça, j'ai fait... il y a eu la pandémie qui est arrivée, 2020. Fait que j'ai fait plus de choses solo. J'ai commencé... j'ai fait la COVID classique en début de saison que plusieurs ont fait pour ramasser des fonds pour un organisme de notre choix. Moi, j'avais choisi Centraide là, qui redistribuait pour les personnes les plus démunies pendant la pandémie. Puis j'avais réussi à ramasser quand même un bon montant d'argent en 48 heures parce que j'ai décidé 48 heures avant de le faire. OK, c'était une décision de dernière minute. Oui, c'est ça. Fait que finalement, j'étais pas très préparée, mais j'ai réussi à faire 70 km cette fois-là. Puis ensuite, il y a eu Arcana qui a eu lieu finalement pendant la pandémie. Donc,
80 km que j'ai fait. Ça a été plus difficile, celle-là, à cause des conditions de trail. Je pense qu'il y avait beaucoup de boîtes, mais Ouais, j'ai je pense réussi que c'était quand une même. année Puis... boiteuse. Ouais, c'est ça. C'est à Puis, l'image de l'année 2020, je pense. Les trails de Charlevoix se sont dit, on va se mettre dans le mood. c'est ça. Fait que c'était plus technique que dans mes souvenirs pour le 65. Ah oui. J'ai eu un petit choc. Mais c'était bien le fun quand même. Puis sinon, après ça, ben, j'ai décidé d'impliquer les membres du Gringos Running Club dans mes plans un peu stupides, on va dire. Puis, C'est pas voler le trademark de David non, de parler du plan de marde, mais non, c'est pour avoir vu ce que vous avez fait avec les Gringos, je pense que ça se qualifie. c'est ça. Fait que je voulais faire un 24 heures puis essayer de tester jusqu'où je pouvais aller dans un 24 heures, mais je voulais pas le faire seul. Mais c'était la pandémie. Fait que j'ai décidé avec Olivier Hubert-Benoît, qui est le président du Gringos Running Club, d'organiser un 24 heures Gringo. Puis là, pour impliquer le plus de monde possible, on a fait 24 heures, 12 heures ou 6 heures, justement pour que le plus de monde puisse participer. Puis on s'appelait sur Messenger quand on était fatigué. Ça a donné des drôles d'appels. Puis finalement, j'ai eu des gros problèmes digestifs, fait que j'ai réussi à faire 105 km quand même. J'étais quand même contente, c'était ma plus longue distance à date. Il y a quelque chose de mental aussi d'atteindre le Big 100. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Puis j'ai beaucoup appris aussi de ce défi-là au niveau digestif et au niveau gestion de la fatigue pour courir aussi longtemps que ça. Et finalement, après ça, j'ai recommencé à m'entraîner pour augmenter ma vitesse de façon générale parce que je me suis lancée vite dans les longues distances, mais je n'ai pas travaillé ma vitesse tant que ça. J'ai plus travaillé l'endurance. Puis finalement, j'étais comme un peu tannée, puis ça manquait d'action là en janvier. Il ne se passe pas grand-chose. Non, effectivement. Et c'est là que j'ai abouti à mon dernier défi, 15 heures d'Everesting sur l'asphalte dans la côte au centre-ville de Québec, la côte Salaberry. Puis ça a été le plus gros défi, c'était effectivement la gestion du froid. Là. Janvier faisait pas chaud non plus, il faisait moins 22 cette journée-là. C'était pas la plus chaude non plus des journées d'hiver jusqu'à date. Je pense que c'était même une des plus froides. Là. Fait que... On n'aurait pas encore eu un hiver froid à ce moment-là, puis on dirait que ça s'est bien aligné pour ton défi parce que c'était vraiment la journée de loin la plus froide, en tout cas dans mes souvenirs de cette année. Là. Exactement. Je l'ai su. Ouais, c'est ça. Tu l'as appris à la dure. Pour ceux qui ne connaissent pas à Québec, la côte Salaberry, c'est. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est notre plus à pic. Ou en tout cas, autour de Québec, il y a une vingtaine de côtes qui passent de la Haute-Ville à la Basse-Ville. Pas mal sûr que Salaberry, c'est la plus directe ou la plus verticale. Je ne sais pas c'est quoi son pourcentage, tu sais-tu? Le pourcentage, c'est 18%. OK. Puis, c'est ça, le dénivelé par montée, c'est 53 mètres. Tu sais, ça sonne pas beaucoup comme ça, mais la côte est juste 350 mètres en tout de distance. Fait que ça fait quand même un bon... Ça fait un solide ratio, là. Ouais, c'est ça. Fait que le but était, je pense, initialement de faire un 24 heures dans la côte, mais là, couvre-feu oblige, tu as adapté un peu ton défi. Donc là, c'était 15 heures. Est-ce que tu avais un objectif en tête à ce moment-là en termes de dénivelé ou c'était juste de toffer le 15 heures? Bien, le plus important, c'était de toffer le 15 heures. J'essayais de pas trop me mettre de pression non plus là, parce que je ne m'étais pas entraînée spécifiquement pour ça. Tu sais, j'avais quand même un peu d'expérience quand même avant, puis j'avais continué à m'entraîner pour la course à pied puis la course de trail, mais je n'avais pas spécifiquement fait d'efforts pour les jambes pour un Everesting, on va dire. Là. Fait que j'avais comme but de faire un demi-Everesting. Finalement, je suis presque arrivée au demi-Everesting, mais j'ai eu des petits problèmes de gestion du froid un peu. J'étais limite hypothermie en début de course, puis il a fallu que j'aille me changer complètement, que je mette des vêtements plus... c'était des vêtements d'expédition finalement. Je voulais vraiment pas retomber dans le froid. Puis après ça, je suis allée vraiment plus lentement pendant quelques heures après ça. Là, donc, ça l'a vraiment ennuyé au début de mon défi.
Finalement, c'est ça. J'ai frôlé le 4000 mètres. Je suis quand même contente. C'est quand même pas si Un pire. gros step, là. Ouais. Tu sais, on s'était parlé, on fichait que tu aspirais à des ultras, des 100 mètres un peu plus plats. Puis là, boum, tu te lances dans quelque chose de hyper vertical comme défi. Puis pour ceux qui connaissent moins le terme Everesting, je ne sais pas d'où ça part, mais bref, Everesting, c'est d'atteindre le dénivelé positif de l'Everest, qui est 8800 mètres. Puis il y a des demi-Everesting qui est c'est pas un demi-défi, là, c'est 4400 mètres d'une shot. Fait que j'avoue qu'à 4000, puis à ta défense, moi, je suis allé courir quelques boucles avec toi samedi à distance réglementaire. À ta défense, dans ton ralentissement de ton objectif, il y a Salut Bonjour qui t'a pas aidé. On salue TVA parce que tu as eu une super couverture, parce que tu me l'expliqueras, il y avait une vocation aussi sociale, il y avait une cause reliée à ce défi-là. Mais l'heure que j'ai été là, je pense que le froid n'a pas été ton ennemi numéro un, ça a été la journaliste qui voulait te parler, puis qui voulait stager des choses, puis là, elle me dit « Ah non, toi, cours plus vite, puis dépasse-la parce que je veux juste elle, puis là, elle te gérait, puis elle t'arrêtait, puis bref, moi je mettrais ça sur sur le dos de TVA. Mais je dois dire que j'ai été quand même assez surprise qu'il y ait autant de médias qui... C'est positif? Oui, et c'est très positif, je suis très contente. Mais c'est ça la vocation. J'avais décidé de courir pour encourager les commerces locaux de Québec qui avaient de la misère un peu pendant la pandémie. Puis j'avais décidé, moi, de courir près de la boutique du coureur nordique parce que c'est ma boutique d'achat locale préférée, parce qu'ils ont fourni des souliers pendant la pandémie. Ils sont toujours restés ouverts pour qu'on puisse aller acheter des équipements de plein air ou de course. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu continuer à bouger, puis que beaucoup de monde autour de moi ont pu continuer justement à s'entraîner pour la course extérieure. Oui, avec le buzz pour le vélo au début de l'été, mais là, le ski de fond au début de l'hiver, je pense que le coureur nordique, qui sont spécialisés aussi en ski de fond, à un moment donné, moi, je m'en cherchais des bottes, puis ils étaient sold out, puis tant mieux, ça veut dire que les gens continuent d'acheter. Puis, comme tu le dis, le coureur nordique ont toujours continué à être ouverts. Moi, je les salue, puis je m'excuse parce que je testais des espadrilles, mais à un moment donné, tu veux tester des nouvelles affaires, mais tu ne peux pas le laisser dans le magasin à cause de la COVID. C'est correct. J'ai fait quelques achats et retours, mais merci à Lauriane que j'avais reçu, mais merci à toute la gang du coureur qui ont accepté mes quelques retours. J'ai enfin trouvé l'espadrille parfait. Merci. Tant mieux. Oui. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir à l'engouement médiatique, on va dire. Je pense que c'est le bon mot. C'est ça, j'ai eu un appel. J'avais juste mis mon défi sur ma page Facebook Courir comme une fille, qui est vraiment une page où j'ai juste 100 followers, je pense. Il n'y a pas grand monde qui me suive, mais c'est pas l'important, là. Puis il y a comme une journaliste de Radio-Canada qui m'a appelée parce qu'elle a vu mon défi, puis là, elle voulait me passer en entrevue le matin, la veille de ma course. Puis là, je suis passée justement à première heure avec Claude Bernatchez pour parler du défi. Et là, c'est là que l'engouement médiatique est arrivé. Là, j'ai eu un appel de Salut Bonjour quelques heures plus tard. Moi, j'étais en train de travailler. Il a fallu que je prenne off l'après-midi Ah ouais, okay. parce que j'avais trop de gestion à faire par rapport à ça. Donc, c'est ça, on s'est parlé pour Salut Bonjour. Puis là, après ça, j'ai Téléjournal, la chef de pupitre qui m'a appelée pour justement faire des segments sur ma course. Elle voulait savoir si on pouvait faire une pré-entrevue, etc., etc. Puis là, ensuite, ça a fini par LCN. Dans le fond, j'ai eu une couverture médiatique pendant mon 15 heures. Donc, il y avait toujours des passages de moi dans la journée à LCN qui disaient « Elle continue son défi, voici où elle est. » Fait que oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs moments où il a fallu que j'arrête pour parler de justement les raisons pour lesquelles je faisais ce défi-là. Puis les gens étaient intéressés aussi à savoir où j'étais rendue, combien j'en avais de fait. Puis c'est ça, mais ça m'a arrêté quand même pas mal des moments. On blaguait tantôt, je disais, c'est le bonjour, t'as ralenti. C'est vraiment cool, par contre, l'engouement que ça a créé. Puis l'objectif derrière ça, qui était de faire connaître cette cause-là, d'en parler, ça fait que les gens en ont parlé, les gens en ont entendu parler à toutes les heures à LCN. Puis tu sais, je veux pas te lancer des fleurs, mais ça reste que samedi, tu as fait ton défi, tu en as parlé sur toutes les tribunes. Puis mardi, le gouvernement annonçait qu'on rouvrait les commerces. Fait que je lance ça.
Ça serait pas pire. Mais oui, c'est ça. Le pire, c'est que j'ai des politiciens qui m'ont écrit pour me remercier. Ah Fait ouais? que ça se pourrait. Écoute, Je sais pas. Je n'étais pas là. Mais ben, ça c'est s'est très peut-être cool. parlé. Ouais. Ben non, c'est ça. Puis c'est le fun toujours de rattacher à des défis de même, tu sais, des causes ou juste un message qui vient avec ça, puis ça permet de faire véhiculer justement ce message-là. Tu sais, j'en parlais avec David Bombardier, j'en parlais avec plein d'autres, mais souvent, David, c'est un gars qui fait ça, qui rattache des causes, des levées de fonds avec un défi de fou. Les gens aiment ça. Les gens aiment te dire, te donner une tape dans le dos, mais là, c'est pas juste une tape dans le dos, c'est tape dans le dos, voici un petit don pour la cause, maudite bonne idée, puis je vais te regarder souffrir dans ton défi. Puis c'est le fun, tu sais. Finalement, t'es comme une cobaye pour aller chercher des dons ou dans ce cas-ci, parler d'une bonne cause, mais non, génial, c'est vraiment le fun que ça ait créé cet engouement-là puis que les gens aient pu en entendre parler. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, je suis vraiment contente, c'est ça qu'il y a eu cette couverture médiatique-là. Je le faisais pour la cause, puis j'ai pas atteint mon demi-Everesting, mais le plus important, c'était vraiment comme pour que les gens aient une conscience là, par rapport à ça finalement, puis juste donner un petit coup de pouce d'encouragement pour les commerces là, qui sont en difficulté. Ah oui. Puis est-ce que tu sens à travers ce défi-là que tu as progressé? As-tu appris? Tantôt, tu disais que tu as vraiment beaucoup appris dans ton 105 km en 24 heures sur la digestion. Là, tu disais que tu as vécu de l'hypothermie tôt le matin. Qu'est-ce que ça t'a amené au-delà de bon mal de jambes le lendemain matin? J'ai appris que mes compresses de chaleur ne fonctionnaient pas. Faut pas se fier à ça. Des fois, en avoir de plus au cas où, c'est une bonne idée. Mais non, blague à part, la gestion de l'eau, ça a été quelque chose. Donc, au moins, j'ai eu de l'aide, là. Justement, Steven, il avait fait bouillir de l'eau pour les mettre dans des gourdes, puis ensuite, il avait isolé des bacs avec des genres de trucs d'aluminium qu'on met là, dans les voitures, là, sur les fenêtres de voitures. Là. Ça faisait comme un coussin d'aluminium à l'intérieur des bacs. Puis là, l'eau restait chaude. Elle n'avait pas le temps de geler pour la journée. C'était vraiment pratique. Puis ça faisait aussi que j'avais comme un genre de bac avec de la bouffe qui restait tiède aussi. Tu sais, c'est parce que la nourriture qui gèle aussi, c'est un enjeu. J'ai eu des bonnes bouchées d'œufs glacés à un moment donné. C'était pas très bon. Ouais, moi, mais c'est ça. Fait que ça, j'ai appris beaucoup. Puis aussi, peut-être m'habiller plus chaudement pour des ultras d'hiver parce que c'est pas la même vitesse que, mettons, une petite sortie du matin avec des intervalles puis de revenir à cette température-là. On est sur le plus long terme puis sur le plus lent. Fait qu'on dégage un peu moins de chaleur, là. Oui, puis ça reste qu'une côte de cette pente-là, c'est impossible de la courir pendant 15 heures. C'est impossible de la courir pendant 2 heures. C'est une pente tellement à pic en asphalte. Puis on en a parlé pendant ton défi. Moi, j'avais lu quelque part qu'à partir d'une certaine inclinaison, qui était clairement l'inclinaison de Salaberry, tu perds moins d'énergie à faire un power hike. Puis pour vrai, des fois, des côtes hyper rapides de même, tu les jogues. Puis je suis pas sûr que tu es plus rapide qu'en bon power hike, les mains sur les genoux ou avec des bâtons. Fait que effectivement, il y a moins de dépenses de chaleur, donc quand il fait moins 22, il faut se préparer. Oui, c'est ça. Puis on n'est pas tous des Kylian Jornet là, à courir. Ou des Johan Rock qui courent l'hiver au complet en short et en t-shirt. C'est ça. Y a-t-il pas mal de monde qui t'ont encouragé pendant la journée? Parce qu'au-delà des médias que ça l'a attiré, je suppose que les gens qui écoutent ces médias-là, ben, ils ont passé dans Salaberry puis ils ont vu Marie-Ève monter, descendre. Oui, j'ai eu pas mal de coups de klaxon, de pauvres voisins de la côte, je m'excuse. Mais oui, puis des coureurs aussi qui faisaient leurs courses du matin ou de l'après-midi, qui passaient me voir, disaient « Allô, continue comme ça, c'est beau ». Fait que ça, c'était vraiment le fun. Ça a fait que ça a été vraiment moins plate parce que on s'entend que c'était pas un défi ultra palpitant au niveau visuel et sensoriel, on va dire. C'était une côte d'asphalte avec des voitures qui passent, puis personne. Puis c'est 350 mètres aller-retour pendant 15 heures. Là, donc, ça a mis de l'action, puis ça a été plus agréable comme ça. Puis c'est vraiment le fun. Merci à tout le monde qui est venu m'encourager. Là. Je suis vraiment contente, puis ça me fait beaucoup plaisir. Ah, c'est cool. Puis ça te fait combien de kilomètres au total? En fait, tu as fait combien d'allers-retours de côte?
J'ai fait 72. OK. Puis au total, ça fait combien de kilomètres pour ce petit segment-là? 50. 50 piles, c'est fou, hein? Ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. beaucoup d'ultra de 50 km et 4000 mètres de D+. En fait, je dirais même qu'il n'y en a aucun. Ouais, mais j'en ai créé un s'il y en a qui veulent l'essayer. Dans le Québec qui veulent aller affronter Salaberry, il y a un FKT, il y a un temps de référence. Ouais. Ah, ben, c'est cool. Félicitations. C'est vraiment un défi de fou. Puis la température en plus qui ajoute à ça. Mais au-delà de tout ça, comme tu dis, de le faire pour une bonne cause puis de pouvoir en jaser, tu sais, probablement que la cause de l'achat local n'aurait jamais eu cette reconnaissance-là ou cette couverture-là plutôt à LCN, aux heures. Puis c'est cool de parler aux gens, au public, les gens qui écoutent LCN et Radio-Canada, peu importe quel média, puis de jaser de ça, puis de leur rappeler. Il y a peut-être des gens qui, consciemment ou inconsciemment, cette journée-là, sont fait « Hey, sais-tu, m'aller à tel magasin local plutôt que de commander sur Amazon, c'est une petite victoire. » Ouais, ouais. Fait que là, est-ce que tu as d'autres défis d'ici la fin de l'hiver ou là, tu as donné en termes de défis au froid? Pas d'ici la fin de l'hiver. Le prochain défi, je me concentre sur Gaspésia 100 km. Là, puis les cut-offs sont quand même serrés pour moi. Là. Je suis beaucoup back of the pack, on va dire. Là. Fait que c'est un bon défi pareil là, pour moi. Oui, c'est clair. C'est quoi le cut-off pour un 100K en Gaspésie? C'est 20 heures. C'est quand même serré. Tu sais, quand on sait que, tu sais, mettons, si on compare le 160, qui est, ceux qui ne connaissent pas le Gaspésia, c'est une boucle de 52-ish que tu fais aller-retour, aller pour le 160, aller-retour pour le 100. Puis pour le 160, c'est 30 heures. C'est serré comme cut-off, considérant que Thomas Duhamel gagne ça année après année autour du 23-24 heures. C'est serré comme cut-off. Là. Ouais. Parlons-en, on ouvre la porte à cette discussion-là des cut-offs. Ça me permet de jump in sur ce que j'ai dit en ouverture qu'on voulait jaser. Mais parle-moi de ces premiers textes-là que tu as écrits qui ont vraiment amené des belles discussions. Puis à l'époque, je me rappelle, il y a 1 an et demi, je pense, le premier texte que tu avais publié sur Ravito Trail, sur Course de Trail Québec, qui était un groupe Facebook avec beaucoup de coureurs et de coureuses de trail. Ça avait vraiment suscité des belles discussions. Parle-moi un peu de comment ce dossier-là de la place des femmes dans les ultras ou dans les courses en trail t'es venu, puis comment justement tu as réagi quand tu as vu cette belle réaction-là, puis cet échange-là, je pense qu'il est constructif et intéressant. Bien, il faut dire qu'à la base, je suis sociologue de formation. Donc, moi, les rapports hommes-femmes, tout ce qui est justement vision un peu sociale, puis des événements, puis un peu, c'est ça, rapport genre, homme-femme, personnes âgées, etc., par rapport à une situation, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, moi, j'ai eu un moment où, oui, il y avait beaucoup de discussions quand même sur les femmes en général, mais j'ai ouvert un livre sur une femme qui a fait un doctorat justement sur la nutrition sportive chez les femmes, puis le sport d'endurance chez les femmes. Puis elle mentionnait les écarts de, on va dire, de vitesse entre hommes et femmes par rapport à justement des sports d'endurance comme les triathlons, mais aussi dans la course à pied en général. Puis ça a été justement ça qui m'a fait un peu un déclic de dire hey, si on a des différences physiologiques comme ça, puis qu'on est un peu moins performante, là, ça dépend des études, là, il y a une variation là, mettons, de vitesse chez les hommes-femmes sur une distance sur la course en général. Mm-hmm. Ça peut varier entre 30 et 10% là, si tu es un athlète d'élite ou si tu es un athlète moyen, là, entre justement les différences de vitesse hommes-femmes. L'écart, c'est ça, d'élite, c'est plus 10%, on va dire, le femme élite versus homme élite, là, on voit un plus petit écart. Donc, moi, c'est là que je me suis dit, hey, pourquoi tout le monde a les mêmes cut-offs? Finalement, si on n'a pas les mêmes vitesses, puis on sait aussi que, par exemple, les Olympiques sont faites division hommes-femmes parce que, justement, les vitesses ne sont pas les mêmes ou on a des différences physiologiques
par exemple, par rapport à la grosseur de nos poumons pour des respirations cardiovasculaires, des différences musculaires aussi. Là, donc, en termes de puissance et de vitesse, ça joue aussi. Là. Donc, on ne fonctionne pas de la même façon, mais on a des forces aussi, les femmes, hommes-femmes. On est juste différents. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait les mêmes cut-offs hommes-femmes? Donc, ça a été plus une question. C'était pas une critique. C'est pas une critique du tout. C'est vraiment comme, pourquoi ne pas poser la question à la communauté de trail pour avoir plus d'explications par rapport à ça? Puis c'est ça, j'ai eu une belle ouverture là, par rapport aux organisateurs de courses qui ont répondu, puis aussi à justement des coureurs, des coureuses qui étaient justement intrigués par ça. Puis c'est ça, donc l'explication principale que j'ai eue pour les cut-offs au Québec, c'est le manque de bénévoles. C'est pas... Puis c'est vraiment pas pour nuire aux femmes que les cut-offs sont comme ça. C'est vraiment qu'on a un manque de bénévoles pour rester sur place longtemps. Donc, c'est un autre enjeu finalement que la vitesse des femmes là, qui font la gestion des cut-offs. Mais aussi, l'organisation des courses est basée sur, de façon générale, sur les coureurs en général qui sont surtout des hommes. Donc, dans les ultras, on a... au Canada, on n'est pas si pire. Il y a eu des nouvelles études qui sont sorties pour dire que dans les tout ultra confondus, il y aurait 35% de femmes sur la ligne de départ. Je pense qu'on est comme le deuxième meilleur pays au monde par rapport à ça. Donc, c'est quand même super bon. Mais c'est tout ultra confondu. Donc, plus l'ultra est long, moins il y a de femmes sur la ligne de départ. Puis ça peut aller jusqu'à 10% de femmes sur le départ d'un ultra de 100 km et plus là, au Canada. Donc, on a vu cette année, je pense que c'est Arikana qui avait même, ils ont comme pris la balle au bon, puis dans leur campagne qui menait jusqu'à l'événement, ils ont pu faire un portrait de chaque femme sur le départ du 125, justement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ils n'auraient pas pu faire ça. Ça leur a pris 100 jours pour le faire pour les hommes, puis il y avait tellement peu de femmes. Puis c'est comme, je pense qu'une année, je ne sais pas si c'est la pandémie qui explique ça ou le nombre de coureurs ou peu importe, mais c'est une année, je pense, qui était encore plus particulière. Puis on le voyait dans les chiffres qui sortaient entre le pourcentage de femmes sur le 65, sur le 80, sur le 125, c'était 20, je pense. Bien, en fait, je pense que c'était 20% pour le 80, 20-21% pour le 80, puis c'était 11% sur le 125 à peu près. Je n'ai pas la mémoire exacte. Là. Peut-être 11-13%, mettons qu'on se laisse une marge de manœuvre ou une marge d'erreur. Là. Mais oui, c'est ça. Donc, on voyait que plus la distance augmentait, moins il y avait de femmes sur le parcours, ce qui est quand même assez commun un peu partout. Là. Donc, j'ai fait plus de recherches par rapport à ça. Puis, parce que je trouvais que ça serait bien d'attirer plus de femmes. Je suis peut-être dans l'erreur. Je ne sais pas si les organisateurs de courses veulent attirer plus de femmes ou je ne sais pas, mais tu sais, ça fait une plus grande clientèle finalement parce que plus de femmes égale plus de monde. Plus de femmes égale plus de coureurs sur la ligne de départ, coureurs au sens large, coureurs-coureuses, plus de participants à un événement. Et puis s'il y a plus de femmes qui se mettent à en faire, il y a plus de femmes qui vont voir que des femmes peuvent le faire. Puis s'il y a plus de femmes, il y a peut-être plus de gars qui vont se mettre aussi à en faire. Puis la communauté va simplement grossir. Mais c'est le cas que je parlais avec Alexandra à l'épisode 23. Puis je serais curieux d'entendre ton opinion là-dessus. Puis je pense que tu as fait des recherches. Puis on voit la fibre scientifique dans ta recherche de ça. Puis je trouve ça super intéressant. C'est pas basé sur juste des ressentis. Tu sens qu'il y a une recherche derrière. Puis c'est ce qui est intéressant avec toi. Mais c'est ça, c'est si on ne met pas de l'avant des femmes dans le sport, il y a moins de femmes. Ça a l'air d'être un milieu d'hommes, tu sais, puis tu le vois en ce moment, je serais vraiment curieux s'il existait une liste des athlètes commandités, mais des athlètes qui gagnent leur vie. Tu sais, ça se compte sur très peu de mains, le nombre d'athlètes qui gagnent leur vie seulement avec la course, mais combien sont des hommes, combien sont des femmes, je pense qu'on tombera en bas de notre chaise. Puis ça va dans les commandites, mais ça va même des fois sur la couverture du sport. Comme dans n'importe quel sport, c'est pas différent le trail du reste. On a des femmes, des Courtney Dauwalter qui sacent des volets à des gars dans des courses, puis on le sait, là, il y a des études qui ont sorti que passé 160 km, on voit un revirement de situation où là, la physionomie des hommes qui fait qu'ils sont plus rapides sur des plus courtes distances, ça s'inverse, puis les femmes sont plus endurantes. Mais bon, il y a des exceptions comme ça. Ça demeure que la couverture du sport est beaucoup moindre du niveau des femmes. Puis Alexandra le racontait, elle dit il y a des courses où justement, tu as
gros podium, 20 journalistes autour du podium pour le podium masculin. Podium féminin, tu as 2 journalistes qui restent, puis ils prennent des photos pour Facebook, puis c'est tout, tu sais. Et on a une responsabilité, tu sais, les médias au sens large, que ce soit des petits médias, genre un balado, ou un Distance Plus qui fait sa place en ce moment dans le milieu du trail, à l'international. Puis les grands médias, c'est de mettre de l'avant tout le monde, la diversité de gens qui font le sport, mais comment tu vois ça? Est-ce que les études le montrent, ça, le nombre d'athlètes commandités ou de couverture médiatique des athlètes sportifs masculins versus féminins? Je pourrais pas dire s'il y a eu vraiment des études là-dessus. C'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on remarque, qu'on peut remarquer nous-mêmes. Là, on n'est pas aveugle non plus. Mais même, anecdote comme ça, j'ai déjà vu couverture médiatique sur premier homme podium et 0 couverture sur toutes les femmes d'une course. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a aucune femme qui avait parlé justement aux commentateurs à cette radio-là qui interviewait. Puis je me suis dit, voyons, tu sais, je sais qu'elle n'est pas arrivée première en tout, mais elle est arrivée première femme, c'est important. Ben oui. c'est ça. Donc oui, ça, c'est un enjeu. On le voit un peu moins. Puis aussi des athlètes commandités. Là, moi, j'ai l'exemple là, de récent de Oka, la course de 100 km, où il y avait, je crois, c'était 17 hommes au départ et 6 femmes. Si je me souviens bien, c'est à peu près ça. Je suis sûre qu'il aurait pu trouver des femmes qui voulaient être commanditées au cas pour s'entraîner pour cette course-là à travers le monde. Ou qui voulaient juste un voyage payé en Arizona pour aller tenter de battre un record. Tu sais. Puis malgré la COVID, ils ont fait venir des athlètes de partout dans le monde. Il y avait un athlète suédois, il y avait des gens de partout dans le monde qui sont venus en Arizona, qui ont fait leur quarantaine puis qui ont participé à cet événement-là qui était super. C'est un événement privé pour battre un record, promouvoir un espadrille. Mais moi, ce que je me dis, c'est eux autres, mettons, leur part de marché, je veux dire, on rentre dans le détail. Là. Moi, je travaille en com, en marketing et tout ça. Je me dis, de mettre autant de femmes que d'hommes, d'avoir une couverture égale, fait juste que tu vas en vendre plus. Combien de gars ont écouté ça ou de personnes qui ont fait « Fuck, Jim Wamsley est rapide. Hey, j'aimerais ça essayer le Carbon X2, le nouveau soulier qui présentait dans... » C'est une grosse opération marketing. Là, au-delà du record, c'est que pour vendre des espadrilles, on s'entend. Mais je pense que les gens aiment se reconnaître. Tu le vois dans le following. J'en parle avec plein de coureurs. Les gens qui nous inspirent, il y a des coureurs de tous les niveaux, mais quand c'est des athlètes élites, je pense que tu adhères à des coureurs qui te représentent dans les valeurs, dans le type de course qu'ils font et tout ça. Mais justement, je veux dire, si tu mets autant d'athlètes masculins que féminins, tu vas juste vendre plus d'espadrilles. Revenons à la base. C'est ça. Oui, puis c'est pas nécessairement volontaire non plus. C'est vraiment souvent, c'est parce que il y a beaucoup de compagnies qui y pensent juste pas. Puis ils vont prendre les gens qui ont des beaux CV, des beaux profils, etc. Puis ils se rendront pas compte qu'il y a plus d'hommes que de femmes finalement, quand les deux méritent leur place autant, je pense, dans le sport. Puis non, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'exemples le mot est fort, mais je trouve que c'est un peu une injustice. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Là. J'ai pas la science infuse non plus, j'ai pas nécessairement raison sur tout, mais j'ai besoin d'avoir des réponses à ces questions-là, puis de me poser des questions, puis peut-être que les gens réfléchissent un peu à ça, pas nécessairement d'adhérer à ce que je dis, mais juste de se poser la question, je pense que c'est important. Puis aussi, je suis pas la seule non plus qui se pose la question. Là, aux États-Unis, ça fait longtemps que Candice Burt, Catra Corbett, Claire Gallagher militent justement pour les cut-offs, plus juste pour les femmes dans les ultras, qui militent aussi pour avoir des ultras plus à l'image et à la fois des hommes et à la fois des femmes. Puis il y a aussi des belles initiatives aux États-Unis qui sont ressorties de ça. Puis je pense que partout dans le monde, on pourrait bénéficier de ces initiatives-là pour attirer plus de femmes. Là. Donc, par exemple, il y a un nouveau saut aux États-Unis, c'est un genre de saut d'approbation, Trail Sisters, je ne sais pas si tu es au courant, Yannick. Non. Mais dans le fond, c'est un saut qui certifie que la course, il y a autant de podiums pour femmes que pour d'hommes et que les bourses des gagnants sont égales.
C'est bon, ça. Puis aussi, qu'il y ait autant de place sur la ligne de départ, autant d'opportunités d'avoir une place sur la ligne de départ pour les femmes que pour les hommes. Puis aussi, il y avait aussi des produits d'hygiène féminine dans les ravitaux en cas de besoin, là, par exemple des tampons, serviettes sanitaires. C'est des détails, mais ça fait qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître un peu plus dans le sport puis qui vont se dire « Ah ben, je suis la bienvenue, tu sais, j'ai l'opportunité d'y aller sans me casser trop la tête pour me dire ah ben j'ai des barrières là, je peux pas y aller parce qu'il faut que je traîne des serviettes sanitaires dans mon sac par exemple ou des choses comme ça, c'est plus compliqué mais ça devient un peu plus facile pour les femmes d'avoir accès justement à la course de trail. Il y avait aussi l'importance d'avoir autant de vêtements à l'effigie de la course chez les femmes que chez les hommes. Tu sais, c'est niaiseux, là. Ah oui, mais c'est la base quand même, tu sais. C'est ça, mais il y a tellement de t-shirts hommes à l'effigie d'une course sans avoir de chandail de femme. Mais tu sais, je suis contente de porter des chandails d'hommes quand je finis une course pareil. C'est un détail, mais tu sais, il y en a pour qui c'est plus important, puis ça pourrait amener plus de femmes, justement, à participer à des courses, là. C'est des petits efforts, puis tu sais, le but en ce moment, je veux pas que ça paraisse qu'on démonise ceux qui font pas ça, ou si tu dis, hey, me semble, à telle course que j'ai faite, il n'y avait pas de serviette sanitaire dans les ravitaux, donc c'est une mauvaise course. C'est vraiment pas ça. Je pense que en ce moment, c'est quoi qu'on vit dans la société? Enfin, ça fait longtemps que la bataille féministe existe, mais en ce moment, on entend beaucoup parler, puis on parle d'écriture inclusive, on parle de plein de choses en ce moment. Puis le trail, c'est un sport qui est très jeune, qui commence au Québec, nos événements les plus vieux, le Transvalley qui a 14 ans, on peut s'entendre que c'est un sport qui est récent, mais c'est normal qu'il y ait ces discussions-là en ce moment. Tu sais, qu'il y a des sports qui existent depuis 100 ans, qu'il y a des inégalités, tu te dis, OK, gang, réveillez-vous, ça fait 100 ans que vous pouvez Nous autres, ça fait peu de temps. Puis le but n'est tellement pas de démoniser des initiatives, ou si vous lisez votre article d'un magazine puis vous vous rendez compte, c'est pas de dire de pointer du doigt, c'est juste d'avoir la conscience de garder ça en tête. C'est pas de viser d'être parfait puis d'avoir 50% à tout prix s'il n'y a pas le nombre d'inscriptions qui suit ça, mais si tu as le pourcentage dans les loteries qui étaient représentatifs de ton public cible, donc tous les gens, donc des hommes et des femmes, bien, déjà, ça peut faire la différence. Si je voyais, j'ai été pigé pour l'échappée belle, donc je doute fort que ça ait lieu, que je puisse m'y rendre, mais ça ne coûtait rien de s'inscrire à la loterie puis de peut-être être remboursé si la course est annulée ou si je ne peux pas me rendre. Mais bref, je voyais que l'échappée belle, son système de loterie est super intéressant. Ce n'est pas homme-femme, mais c'est par tranche d'âge. Fait qu'ils ont mis des tranches d'âge, par exemple, 19-29, 30-39, 40-49, puis ils pigent le même nombre de coureurs dans chacune des catégories. Fait que, on sait, le trail, c'est un sport qui est plus... la moyenne d'âge est plus âgée, mais ça fait que probablement que j'ai eu bien de la facilité à rentrer parce que j'avais 29 ans au moment où il y a eu la pige. Mais ça fait que dans le 40-49, 50-59, c'est peut-être plus difficile de se faire piger, mais je trouvais que c'était intéressant. C'était la première fois que j'entendais ça d'une course, d'avoir des piges par rapport aux tranches d'âge. Tu t'assures une espèce d'homogénéité de ton peloton, mais je trouve que ça pourrait être intéressant des grosses courses là, que tu as 4-5 000 personnes pour 1000 spots. Par exemple, un UTMB, pour en nommer juste un. Ben, je ne sais pas c'est quoi leur politique par rapport à ça. Puis tu te dis, au nombre de dizaines de milliers de personnes qui postulent pour l'UTMB pour essayer d'y aller, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir des pourcentages comme ça, que ce soit homme-femme, que ce soit par âge? Le but, c'est, là, on parle je pense qu'on utilise la cause féministe puis la place des femmes parce que c'est flagrant, les exemples sont tangibles, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est un besoin d'inclusion puis de diversité au sens large, tu sais, que tout le monde, tu sais, quand tu parles d'allonger les cut-offs, moi, je suis 100% d'accord, je veux dire, je suis all-in, puis je pense même qu'au-delà des femmes qui, physiologiquement, peut-être sont moins rapides que les hommes, je pense aussi à bien des coureurs qui me viennent en tête, des gens qui ont des gars plus âgés qui font des ultras, puis qu'à un moment donné, ils se font couper aussi parce qu'ils ne passent pas les barrières horaires, parce qu'ils sont hyper serrés, puis c'est des gens qui l'auraient fini facilement la course, tu sais, qui sont juste à un pace différent. Puis tu le vois aux États-Unis puis en Europe, là où le trail running est vraiment plus populaire depuis plus longtemps, les barrières horaires, ça ne se compare pas, là. On parle de 24 heures pour gagner, ou 22 heures pour gagner l'UTMB. Tu as 40 quelques heures pour le finir. L'échappée belle, j'ai l'exemple en tête parce que j'ai vu les chiffres aujourd'hui. Ça se gagne en 24, 25, 26 heures. Tu as 52 pour le finir. Il y a une belle... il y a de la place, là. Oui. Tu te bats pour les cut-offs, mais
sens pas que dès le premier ravito, tu as déjà le fermeur qui te met de la pression. Tu sais. Oui, oui, oui. Mais non, puis aux États-Unis aussi, c'est ça, il y a eu plusieurs initiatives à ce niveau-là. Il y a des courses où il y a juste pas de cut-off, justement, pour favoriser l'inclusion de tous les âges et de tous les sexes, là, finalement. Il y a aussi, je crois que c'est Hard Rock qui a justement la loterie est proportionnelle hommes-femmes pour les participants. Tu sais, c'est des détails auxquels ils ont pensé qui peuvent être intéressants aussi pour d'autres places, d'autres courses dans le monde ou d'autres événements, là. Il y a plein de belles choses qui se font. Tu sais, en fait, je vais t'en nommer des choses que tu avais écrites dans ton article que je trouve super intéressantes. Antelope Island, 50K, Hard Rock est là-dedans. Ils remettent une bourse plus élevée pour la première femme que pour le premier homme. Je trouve ça sympathique. C'est un beau clin d'œil. Je ne sais pas à quel point. Puis, de toute façon, entre toi et moi, même ceux qui gagnent leur vie du trail ne font pas de l'argent avec les bourses. Tu regardes les bourses, l'UTMB, tout ça, je te confirme que Pau Capel, il vit de la trail, pas parce qu'il y a une grosse bourse pour l'UTMB, c'est vraiment les commandites. Mais je trouve ça le fun comme initiative. C'est un petit clin d'œil de dire la société est tellement inégale. Puis, tu sais, les courses américaines sont dans une société qui est tellement inégale sur ces enjeux-là. C'est un beau petit clin d'œil de faire hey, première femme, on donne plus d'argent que le premier homme. Voilà. On va réduire l'écart salarial. Oui, c'est ça. Pour une personne qui gagne Hard Rock, bon, mais ça demeure très sympathique, je trouve, comme initiative. Tu disais la course Lone Mountain, dans un rabais aux femmes qui s'inscrivent pour la première fois à l'événement. C'est pas quelque chose qui est compliqué et qui peut mettre en péril un événement. Je pense que c'est sympathique. Sinon, j'avais Rain Shadow Running Events mettre à disposition des produits d'hygiène. Tu sais, c'est ce que tu parlais tantôt. Puis je trouve ça le fun, ce saut-là, cette espèce de garantie-là que quand tu postules pour avoir ce saut-là sur ton événement. Tu sais, les courses ont tous leurs sauts ITRA, puis Western State Qualifier, puis UTMB, blablabla. Tu rajoutes le saut, c'est Trail Sisters? Trail Sisters, oui. Je trouve que c'est une super belle initiative. C'est pas quoi qui est complexe à remplir, là, on s'entend. Il y a beaucoup de logistique, les événements, mais rajouter les quelques éléments que tu as dit tantôt, c'est pas grand-chose. Hein. Sauf qu'il faudrait le traduire au Québec pour Sentier des sœurs ou je ne sais pas trop. Les sœurs de la traîne, non. Les sœurs du sentier. En tout cas, si on est rendu à devoir le traduire, c'est quand même pas si pire. Fait que, tu sais, quand tu as écrit à la communauté, ça a été quoi la réaction? Tu sais, on parlait tantôt que les organisateurs de courses, il y en a plein qui t'ont répondu, puis c'est le fun qui a pris cette tribune-là. Mais de manière générale, c'était les échanges que tu as eus, t'as-tu reçu du négatif ou c'était super ouvert? Tu as reçu du négatif, ah ouais? Oui, ça fait partie de ma vie d'ultra-traileuse régulière. Là. C'est comme si je sais pas, c'est comme si les gens pensent que c'est pas vrai que je peux pas faire ça ou qu'ils n'ont pas confiance en ce que je peux faire ou je sais pas trop. Mais non, par rapport à cet article-là, j'ai eu du ben voyons donc, c'est pas vrai. Ben, OK, mais ça, c'est correct. Chacun a droit à son point de vue. C'est sûr que si tu as le privilège de ne pas avoir ces barrières-là, ça se peut que tu le vois pas, justement, qu'il y a des barrières, ça se peut que tu dises que ça n'existe pas puis que c'est pas vrai. Mais chacun vit dans son monde à lui, puis chacun a les perceptions qu'il a, puis toutes les perceptions se valent, puis il n'y a aucun problème. Puis il y en a d'autres aussi qui disaient qu'ils ne croyaient pas du tout au fait que les femmes sont physionomiquement moins rapides que les hommes, donc il n'y avait aucune raison d'avoir ce débat-là à part pour diminuer les femmes. Ce qui est, pour moi, il y a beaucoup de données probantes là-dessus, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Effectivement, on s'entraîne, puis il faut pas se laisser non plus abattre par ces barrières-là. On s'entraîne, on essaie, on fait notre possible, puis normalement, avec un bon entraînement, on réussit. On sera peut-être pas premier podium overall, mais tu sais, on va participer aussi. Reste que pour certaines personnes, ça peut être une plus grande barrière que pour d'autres, là. Puis ça a quand même un effet. Tu sais, juste un petit exemple banal. Toi, Yannick, tu as fini à Arcana mid-pack, là, on va dire. Oh oui, très, très, très fier dans le mid-pack avec ton chum Steven. Ouais. Avant la deuxième femme. Ouais. Non, je le sais. Moi, j'ai toujours dit
puis là, j'enlève le débat qu'on a. Ben, c'est pas le débat, mais la discussion qu'on a. J'ai toujours dit que je serais une excellente femme parce que souvent, je me ramasse toujours à courir en même temps que tu sais, dans des courses, tu es dans le mid-pack, tu chasses, puis je me ramasse toujours à courir avec des filles qui sont comme deuxième, troisième. Je suis comme, ah ouais, let's go, moi, je me fight pour la 30e place, mais c'est une blague, là, j'ai toujours du fun, puis moi, je trouve ça cool parce que je suis témoin de ces super performances-là. Mais effectivement, tu sais, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis des fois que les gens, quand ils ne vivent pas ces barrières-là, ils ne les voient pas, mais c'est ta job de les voir ou de le comprendre ou de faire Oh my God, ça fait 10 ans que je cours des ultras, puis je n'avais pas pensé à ça. Puis c'est pas fou. Puis je vais valider que mes chums de filles qui font de la trail au prochain entraînement de groupe, de savoir Hey, t'as-tu vécu ça? Puis des fois, juste oser poser la question va amener une discussion puis une réalisation qui va se faire. Hein. Mm. C'est peut-être pas vrai pour quelqu'un, puis c'est peut-être vrai pour une autre personne. Là, c'est ça, chacun vit dans son propre univers, puis a sa propre perception des choses. Là. Puis oui, mais j'ai eu beaucoup plus de positifs là, par rapport à ça. Concentrons-nous sur le positif. Parce que sinon, on peut aller dans le négatif, mais il y a vraiment une personne qui me dit coudonc, t'as juste à t'entraîner puis arrête de trouver des excuses. Là. Ça a été un choc. Je m'entraîne puis je me suis jamais fait couper d'une course non plus. Là. Je parlais pas de moi personnellement. Fait que non, j'ai eu toutes sortes de commentaires, mais non, je suis vraiment contente que justement il y a eu peut-être une prise de conscience, je ne peux pas le savoir nécessairement, mais j'ai vu quand même une petite différence là, cette année. J'ai vu justement Arcana qui avait publié les 20 femmes qui participaient au 125, chose qu'ils n'avaient pas faite avant. Puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est super. Là, ils ont le mérite d'être là, se sont rendus là, puis tant mieux. Puis on aime ça les voir. Il y en a juste 20. C'est ça. Non, puis je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, puis ce que j'avais parlé avec Alexandra, c'est qu'il y a aussi une responsabilité. Tu sais, c'est pas de faire de la discrimination positive puis de cacher les hommes, c'est tellement pas ça. Puis je le répète encore, s'il y a des gens qui écoutent puis qui ont l'impression qu'on démonise ceux qui. Je pense que c'est vraiment pas ça l'intention. Au contraire, c'est juste d'en parler. Ouvrons un micro. Jasons-en, je ne vais pas me faire croire que j'ai un grand following. Je veux dire, c'est un podcast de trail au Québec. C'est très niche, mais je trouve que c'est important de donner la parole, puis d'en jaser, puis juste faire réaliser aux gens, tu sais, pose des questions. Si tu n'as jamais été témoin de ça, pose des questions, puis on a une responsabilité de donner la tribune nécessaire à tout l'éventail de gens qui font des courses, des ultras, puis c'est pas juste hommes-femmes, c'est aussi jeunes, plus âgés, c'est tous les niveaux, tu sais, c'est de dire l'ultra, c'est un sport. Puis, on a tellement une belle communauté. Tu sais, revenons à juste l'essentiel, à la base, on a une super belle communauté, des gens de cœur, des gens attentionnés, des gens qui ne sont même pas là pour la compétition, des gens qui sont là pour s'amuser dans le bois en gang. C'est un sport qui amène tellement, qui a tellement des belles valeurs qu'on peut juste, tu sais, je veux dire, ces valeurs sont directement alignées avec tout ce qu'on parle en ce moment, de se dire on veut aller ensemble jouer dans le bois, puis on veut avoir des règles qui permettent de se dépasser. T'sais. Puis c'est vrai que les cut-offs, c'est une question logistique aussi, mais tant mieux si ça amène le débat de se dire OK, bien, si on veut des cut-offs plus généreux, ça veut aussi dire avoir plus de bénévoles, mais allez faire du bénévolat. Arrêtez de vous inscrire à 72 courses, allez vous blesser, c'est dangereux. Choisis les meilleures courses que tu veux faire cette année, puis si tu as une fin de semaine de lousse, redonne à la communauté. C'est à quel point les bénévoles sont importants. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, moi, chaque course, ça fait toute une différence quand tu arrives à un ravito. Ça fait 15 km que tu es dans le dur, puis tu vois des bénévoles souriants qui te proposent des oranges puis des pretzels. C'est du bonheur, là. Oui, tu soulignes vraiment un bon point. Là. C'est vraiment important, en tout cas, pour moi, là, de s'impliquer dans la communauté, puis justement dans les événements pour qu'il ne manque pas de bénévoles. Tu sais, à chaque année, allez-y faire du bénévolat pour une course au moins. Ça va faire toute la différence pour justement nos événements parce que là, on a comme une multiplicité de courses, si on peut dire. Là, il y en a de plus en plus, puis il y a de moins en moins de bénévoles disponibles parce qu'il y a de plus en plus de courses. Puis il faut garder justement l'esprit, moi j'appelle ça l'esprit trail. Là. C'est important de redonner à la communauté qui te donne. T'sais. Moi, j'aime vraiment ça arriver à un ravito, puis quelqu'un est là, puis il me prend en charge, puis as-tu besoin de ci, ça, OK, go, t'es capable. Cet encouragement-là fait toute la différence. Fait que le donner à quelqu'un d'autre après, pour moi, c'est vraiment important. Et puis tu vis ta course différemment. C'est trippant, maudit.
Je veux dire, tu le suis, je sais pas pour toi, moi je suis un peu geek du sport, puis quand il y a une course au State, là, ça fait longtemps, mais tu sais, là, je vois Black Canyon qui s'en vient avec des Hampton, puis Jim, ça va être trippant. Tu le suis sur ton cell parce que les updates sont sur Twitter, puis tu suis ça, c'est cool. Mais quand tu es bénévole à un ravito dans une longue course, c'est exactement ça qui se passe, puis c'est le fun en maudit parce que, tu sais, peu importe les courses, souvent tu as un système en ligne, tu peux suivre un peu les coureurs, mais les gens, c'est des passionnés de trail, fait que tu jases, puis tu fais juste rencontrer du monde, puis tu sais, j'ai fait le Transvalley comme bénévole, puis j'avais du fun, tu sais, puis j'ai connecté plus avec les gens avec qui je suis dans le ravito que n'importe quel coureur. Bon, Steven, j'ai passé 21 heures avec, fait que j'ai connecté avec, mais avant cette expérience-là, j'avais jamais passé plus que 30 minutes avec quelqu'un pendant une course à courir. Là, j'ai passé 5 heures dans un ravito avec les mêmes personnes, c'est trippant maudit. Hein. Oui. Puis, anecdote là-dessus, j'ai été bénévole au Trail urbain de Québec. Puis, Elliot Cardin est passé et je ne savais pas qui était Elliot Cardin. C'est là que j'ai su c'était qui. Fait que ça peut être le fun d'avoir des meilleures connaissances un peu geek là, de la course, qui est fort, qui va vite, qui est là souvent. C'est intéressant aussi. Oui, puis c'est le fun aussi, même comme coureur, de le vivre de l'autre bord de la table, parce que moi, ça a changé mon expérience de coureur aussi, d'être bénévole, puis de comment tu interagis avec les bénévoles. Et moi, j'avais toujours peur d'avoir l'air autoritaire. C'est juste d'arriver, puis hey, j'ai besoin d'eau. J'étais comme, hey, si vous voulez, si tu as le temps, peux-tu me remplir ma gourde d'eau? Là, quand tu as été bénévole dans un ravito, tu le sais que tu veux comme get to the point. Là. Dis-moi ce que tu veux. Fait que moi, je veux dire, continuer à être gentil puis dire merci au bénévole, mais moi, comme bénévole, j'aimais ça quand la personne arrive au ravito puis il me dit ce qu'il a besoin. Qui ne passe pas par s'il vous plaît, merci, bonsoir, bienvenue, bonjour, d'y aller direct. Puis ça a changé aussi mon expérience. Puis c'est vraiment trippant de voir les coureurs puis de voir leur logistique. Moi, ce que j'aimais, c'était de voir aussi comment ils arrivent au ravito puis comment ils le gèrent. Tu as deux types. Hein, tu as celui qui arrive puis il prend quasiment pas de pause puis il court, il fait du surplace. Puis tu as l'autre qui est comme bon, aller m'asseoir 10 minutes en arrière du ravito puis du jase. Puis tu as vraiment deux types de personnes dans le ravito. Puis au Gaspésia, je faisais du crew. Puis j'ai vu, tu arrives au ravito puis tu te suis. Les crews ensemble, tu te suis. Puis je voyais Anne Bouchard qui était là avec son chum. Puis j'ai jamais vu des pit stops à cette vitesse-là. Je veux dire, c'était digne de la F1. Il y avait quasiment un chrono. Puis genre 9 secondes, on était parti du ravito. Mais c'est le fun à voir ces choses-là, puis de voir les logistiques, puis les équipes de crew, puis comment les gens, puis tu apprends comme coureur dans un ravito, comme bénévole, de voir les autres arriver, puis comment ils gèrent leur pause ravito. Hein. Oui, puis c'est vraiment intéressant aussi quand tu veux faire des ultras puis que tu n'en as jamais fait, ça peut justement te donner un peu l'envers du décor, puis qu'est-ce qui va t'arriver finalement quand tu vas croiser les gens dans un ravito, puis quelle nourriture tu vas avoir, puis comment ça va se passer. Puis un peu voir aussi les gens démolis des fois quand tu es dans le dernier ravito. ça peut t'aider à anticiper comment tu vas te sentir à la fin de ton premier ultra aussi. Exact, parce qu'il y a des situations où tu tombes dans le creux solide. Oui. Parle-moi de tes creux, maintenant qu'on est sur le sujet. Ouais, ça remonte à ton 15 heures ou y a-t-il autre chose qui s'est passé? Tu as quand même fait Arikana 65, 80. Parle-moi de qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes dans le creux puis comment tu fais pour en sortir? Ben, c'est sûr que là, avec tous les événements que je fais un peu à la dernière minute comme ça, j'ai ma liste de choses à ne pas faire s'allonge. Là. Alors, oui, j'ai eu beaucoup de creux. J'ai des problèmes de... Ben, surtout, là, je pense que le plus gros creux que j'ai eu, c'est sur mon 24 heures que j'ai fait en octobre. Et j'ai eu des problèmes digestifs épouvantables. Dans le fond, on partait le soir à 8 heures, puis là, c'était comme après souper, puis là, tu sais, c'est comme l'heure où tu fais rien d'habitude, puis t'es comme un peu pas loin d'aller te coucher, puis ton corps est comme prêt à aller se coucher, mais finalement, tu t'en vas te taper 24 heures de course. Fait que t'as déjà ta journée dans le corps, tu sais, moi, je travaillais, on est parti vendredi soir. Fait que là, t'as ta journée de travail dans le corps. Fait que là, puis là, j'avais mangé la mauvaise affaire pour l'heure du dîner. Là. J'avais mangé genre un chili. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Ouais. Fait que j'ai commencé ma course avec des brûlements d'estomac terribles. Faites pas ça. Puis, non, c'est ça. Fait que j'ai commencé avec des brûlements d'estomac terribles. Fait que j'étais pas capable de m'alimenter au départ. Fait que là, finalement, j'ai eu comme des maux de cœur rapidement. Après, je pense, 25 km, j'ai commencé à avoir mal au cœur. J'étais pas capable de m'alimenter comme il faut. Finalement, j'ai su que tu pouvais prendre
des antiacides normaux, là, genre des Tums, là, pour passer ça. Mais là, j'avais déjà un déficit calorique assez élevé au départ. Fait que là, rattraper le déficit calorique, ça a été compliqué. Fait que là, j'ai marché. Finalement, sur le 105 km, j'ai marché 70 km. Quand même. Parce que j'étais vraiment mal en point. Mais ouais, ça a été rough. Mais finalement, j'ai fini en meilleur état que j'ai commencé. Fait que j'aurais pu continuer à la fin. C'est ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend si on continue, finalement. Oui. On entend souvent parler de ces creux-là que justement, tu penses que c'est la fin puis que tu n'en ressortiras jamais. Puis à un moment donné, boum, tu as une espèce de... Moi, je l'ai vécu à Ricana. Puis Steven, c'était parfait. Nos creux n'étaient pas alignés. On n'était pas syncés sur nos creux. Fait que ça a été parfait. On a pu s'aider l'un l'autre. Mais c'est fou à quel point, des fois, tu disais, hey, je suis démoli, il n'y a plus rien qui se passe. Puis le temps passe. Puis à un moment donné, tu as comme une espèce de regain d'énergie. Puis la douleur s'efface. Puis tu repars. Puis c'est impressionnant. Mais ouais, c'est sûr que quand le digestif embarque, ça a-tu été mieux sur ton 15 heures en fin de semaine passée? Oui, digestion top shape, c'est vraiment le froid. Mais j'ai pas eu de creux ben. Il y avait tout le temps du monde pour m'encourager. Puis j'ai eu un creux vers entre 3 heures l'après-midi puis 5 heures, tu sais. Là, j'ai Olivier Hubert-Benoît qui est passé, là, le président du Gringos Running Club, qui est passé m'aider. Mais dans le fond, il m'a demandé s'il pouvait gérer un peu la logistique, le genre de mon souper, de ci, de ça, là, pour mon ravito. Là. Fait que là, ça m'a aidé. Puis là, il me racontait des niaiseries aussi. ça l'aide. Toujours, hein? C'est ça, non? C'est super. C'était super. Mais non, j'ai pas eu trop de creux. Pour de vrai, ça a vraiment été plus le froid que j'ai appris beaucoup là, par rapport à ça. Non, c'est cool. Chaque défi a son apprentissage. Puis tu me fais une belle passe à la palette parce que Olivier sera mon invité du prochain épisode. Donc, ceux qui sont rendus jusqu'ici dans l'épisode, voilà, vous avez votre scope, l'épisode 27, parce qu'Olivier fait un trip complètement fou qui est d'emprunter le sentier des Jésuites puis de partir, en fait, de connecter Québec avec le lac Saint-Jean. Donc, c'est un défi Ils vont le faire en ski de randonnée. Ils traînent leur stock pour plusieurs jours. Puis, tu sais, ceux qui connaissent un peu la map du Québec, Ville de Québec et Lac-Saint-Jean, c'est un bon trip. Mais ça me permet aussi de, oui, plugger mon épisode de la semaine prochaine, mais surtout de parler du Gringos Running Club à Québec. Parle-moi un peu de comment toi, c'est entré dans ta vie, mais c'est quoi le Gringo? Ben, c'est un club de course de trail. Puis moi, je suis rentrée dans ce club-là. En fait, c'était au démarrage du club pratiquement. C'est justement Olivier qui m'a appelé parce qu'il m'avait vu sur les médias sociaux. Puis il m'a dit j'ai besoin d'un ambassadeur pour le club. Ça fait à peu près 2 ans de tout ça, je pense. 2018, me semble. Puis c'est ça. Donc là, il m'a parlé, il m'a dit tu pourrais-tu organiser des sorties de course, puis tu sais, pour qu'on rejoigne le plus de monde possible. Puis là, ben, c'est sûr que c'est Gringos Running Club, c'est le nom. Fait qu'il y a une partie on va dire que c'est un peu gringo, là. Ça veut dire un peu freestyle, un peu à la va comme je te pousse, des trucs dernière minute, puis un peu chaotique, là. Ça peut être le fun. Ouais. Des fois, les gens, c'est synonyme dans leur tête, un club de course, c'était quoi de super structuré et organisé, puis un training précis, puis il faut le suivre, alors que là, je sens que c'est complètement autre chose, puis toute bonne idée semble être considérée dans ce groupe-là. Tu sais. Oui, exactement. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut amener son idée, puis là, ben, on crée un genre de mini-événement autour de ça. On a fait récemment, il y avait un Beer Miles. Ceux qui ne connaissent pas le Beer Mile, parle-moi, Marie-Ève, du Beer Mile. Qu'est-ce que c'est comme événement sportif? J'ai été spectatrice, je n'ai pas participé, je tiens à préciser. Mais dans le fond, je crois que tu bois 4 bières sur 1 miles. C'est au 400 mètres. Tu cales une bière, puis il faut que tu finisses en premier sans vomir. Voilà. Fait que c'est ça, c'est gringo. Non, mais là, c'est pas la bonne pub pour le gringo. Il y a aussi des événements sportifs de dépassement à travers le Beer Mile, mais Beer Mile, c'est quand même très populaire aux États-Unis, puis allez voir ça, il y a des très bonnes vidéos YouTube de coureurs d'ultra, très respectés, très professionnels qui font des Beer Miles. Oui, mais il y a aussi d'autres événements, là, comme on a un événement, c'est un 30 km de trail qu'on va reproduire une fois par année.
qui porte le nom de Steven Classic, parce que c'est Steven, justement, l'instigateur. Et sinon, c'est ça. Mais on se rejoint normalement 2 fois par semaine. Là. On a toujours une sortie d'intervalle puis une sortie de trail. Là, pendant la COVID, il n'y a pas eu grand-chose. Mais justement, tu sais, on a une belle communauté. Diversifiée aussi. On a plein de gens de différentes cultures qui se joignent à nous. On a aussi plein de gens de tous les âges et hommes-femmes aussi. Là. Donc, il y a vraiment, c'est important là, d'avoir une belle diversité dans des clubs de course. Puis tout le monde est bienvenu. Puis on fait des belles sorties. Puis on apprend à se connaître comme ça. Ouais, puis je sens qu'il y a vraiment une espèce de sentiment avec le Gringos Running Club de viens, peu importe ton niveau, tu vas t'amuser. Tu sais, c'est pas compétitif. Je pense pas qu'il y a des clubs de course où ça l'est beaucoup, mais ça reste qu'il y a une belle ouverture, je pense, à n'importe quel niveau. Puis viens pogner la piqûre du trail avec nous, puis c'est tout. Tu sais. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, comme il y a des sorties où je suis allée, puis j'étais post-ultra, là, démolie, là, mais j'avais toujours quelqu'un avec qui courir quand même ou marcher. Tu sais, t'es pas seul. Puis c'est le fun, justement, d'être avec des gens pour s'entraîner, là. Ah oui, c'est ça. Puis d'où vient le nom Gringos Running Club? Et il va falloir demander à Olivier. OK, parfait. Je suis en train de préparer mon prochain épisode. Cool. Fait que de ton côté, c'est quoi? Tantôt, tu as parlé de Gaspésia 100. Qu'est-ce qui se trame vers l'avenir? Tu dis que tu avais le 100 miles est comme ton objectif. Comment tout ça se décline en termes de plan? Parce que 2019-2020, on a vu que tu as progressé rapidement. C'est quoi ton plan de match pour la prochaine année ou les prochaines années pour te rendre jusqu'à ce Saint Graal du 100 miles? Ouais, ben là, c'est sûr que quand j'avais fait mon 24 heures, mon but, c'était d'essayer de faire un 100 miles. Mais là, ça a été ma première tentative qui a été un échec. Puis c'est pas grave, je pense que ça fait partie de la game. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu l'as pas eu, fait que là, tu vas réessayer. Puis donc, c'est ça, là. C'est sûr que je vais essayer de faire un 160 km, mais solo. Cette année encore. Ça va peut-être réussir, peut-être pas. J'espère réussir. Mais sinon aussi, j'ai le 125 Arcana. Puis ça fait quand même une bonne année. Là. J'y vais un peu plus agressif que. Ben, tu sais, j'ai dit un peu plus agressif. C'est vrai que j'ai progressé rapidement dans les distances. J'ai fait beaucoup d'ultra, mais je me suis pas blessée. Puis je progresse toujours. Donc, j'ai comme l'impression que je peux aller encore plus loin. Oui, puis tu sais, de ce que tu parlais tantôt comme progression, oui, c'est rapide quand on parle que tu avais fait des demi-marathons, puis rapidement, tu es passé à de l'ultra. Mais ça reste que c'est intelligent, je sens comme progression. Tu sais, c'est une petite bouchée à la fois, tu sais, du 65 au 80 ou là au 125 Arcana. Tu sais, il y a des gens qui pognent la piqûre, s'inscrivent à un 100 miles tout de suite, puis ça marche des fois, ça marche pas d'autres fois. Mais je trouve que même si c'est agressif comme progression, ça demeure très logique de prendre une bouchée à la fois, puis de se rendre tranquillement jusque-là, pas passer d'un 80 à un 160 comme en claquant des doigts. Là. Mm-hmm. Bon, on va te le souhaiter. Gaspésia 100, Arcana 125 comme événement, plus ton 160. On ne sait pas, c'est secret. Oui. C'est mes plans dernière minute secrets, ça. Faut pas le dire. Ben, c'est correct, je pense que c'est ça la clé de ton succès, les plans dernière minute secrets. Oui. On va suivre ça sur les médias sociaux. Parle-moi de ta présence sur les médias sociaux parce que tu es vraiment suivi par beaucoup de monde. Puis je pense que ça l'amène son lot de positifs et de négatifs. Mais ça, je pense que c'est les médias sociaux en général où les gens peuvent te suivre, Marielle. J'ai mon compte Instagram Warfest Trail Runner, mais il y a beaucoup de gens à l'écoute qui savent déjà je suis qui, je pense. Ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir. Sinon, sur Facebook, là, la page Courir comme une fille, ça, c'est toujours en français. Instagram, c'est plus en anglais. J'ai une grosse communauté internationale, là, donc j'ai fait un sondage aussi pour savoir si les Québécois voulaient que je parle plus en français ou que j'écrive du texte en français. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que l'outil de traduction, c'était correct pour eux. Puis de toute façon, je leur répondais en français s'il y avait quelque chose. Fait que si jamais vous voulez me parler, je réponds en français. Là. Mais c'est ça, mes textes sont en anglais. Courir comme une fille, il y a moins de textes. C'est plus mes récits de course ou des petites recherches sociales. Sur la course, puis c'est ça, en français. Oui, il y a du bon et du mauvais dans les médias sociaux. Non, mais c'est le fun de te suivre au-delà du bon et du mauvais que tu penses n'importe qui sur les médias sociaux. Là, c'est plus ta communauté augmente, plus tu t'exposes à des, disons, appelons-la les tatas pour être gentil, mais à des gens comme ça, des haters.
Mais c'est vraiment intéressant de te suivre parce que c'est vraiment, je le sens, puis dis-moi si je me trompe, mais une approche très journal de course. On peut te suivre dans ta progression. Puis des fois, les gens, c'est le fun avoir un coach, c'est le fun d'avoir un plan de match, mais c'est le fun aussi de s'inspirer puis de prendre. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis que j'ai passé le balado de comment je devrais m'entraîner. Puis, puis je suis comme, inspire-toi d'un peu de tout le monde, prends ce que tu as à apprendre des gens, puis garde ce que tu veux, puis fais ta propre tête. Si tu sens que tu as besoin d'un coach qui te dit quoi faire chaque jour, go, mais inspire-toi, puis suis des coureurs. Puis il y a plein de monde comme toi qui partagent un peu le journal de course, puis ça permet en te suivant de voir, OK, ben semaine typique, elle fait une sortie de vitesse, une sortie plus recovery run et tout ça. Fait que c'est intéressant de te suivre pour ça. C'est vraiment une approche journal que tu as avec Instagram. Exactement, c'est ça. Puis un peu mes réflexions là, sur le quotidien de la course. Mais je précise que je ne mets pas mes statistiques de course tant que ça. Souvent, je vais mettre les distances d'ultra que je fais, mais pas de vitesse, pas rien, parce que chacun est rendu au stade où il est rendu. Puis, je pense qu'il y a beaucoup les médias sociaux de course, surtout là, avec Strava, il y a beaucoup de comparaisons. Les gens se comparent, puis des fois, c'est pas toujours sain. Moi, je sais que je suis lente, puis quand je me compare, je fais juste rire, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais tu sais, si je dis que je suis lente, puis quelqu'un voit ma vitesse, puis dit, ben là, elle n'est pas lente finalement, tu sais, c'est un petit peu... c'est ça, on a chacun notre perception de la vitesse qu'on a, puis on est chacun rendu à un stade différent, puis je mets pas mes vitesses. Donc, si vous me suivez pour la vitesse, ça vaut pas la peine, mais pour le reste, je marque mes entraînements, mes distances, puis la température, puis mes réflexions. Oui, puis je pense que dans l'ultra, la vitesse, oui, est importante à un certain point, mais en se comparant avec soi-même, mais ça demeure que c'est beaucoup des entraînements de courses de récupération, puis des longues distances. Je veux dire, c'est sain d'avoir du slow pace, puis c'est nécessaire. Peu importe si ton slow pace dans la vie, c'est 8 du kilo ou 5 du kilo, on s'en fout, mais moi, ce que j'aime en te suivant, c'est qu'en fait, le fait que tu ne mets pas tes temps ni tes paces permet de se comparer, pas dans une optique de comparaison, de se dire, ah, OK, elle fait beaucoup de volume, grosse semaine de volume. Après ça, que ce soit un speed workout, puis tu dis que tu as fait 10 km de vitesse, après ça, chacun le décline dans toi, ta vitesse, c'est 4,30 du kilo, puis l'autre, c'est 6 du kilo. Fine, c'est parfait, mais je trouve ça le fun d'avoir ces données-là, plus en heures ou en kilomètres, puis après ça, chacun l'adapte à sa réalité, puis se dire, je veux dire, forcer d'admettre que ça marche pour toi, tu remplis des défis, puis tu les complètes, puis tu fais des ultras, puis ça marche. Fait qu'après ça, ton pace, on s'en fout. Ce qui est intéressant à suivre, c'est OK, quel type de semaine tu fais, Mm-hmm. Mais tu sais, en même temps, ceux qui mettent leur pace, c'est correct aussi, là. C'est le fun de voir des progressions. Chacun sa façon de présenter ses choses. Puis tu sais, il y a plein de monde qui courent sur route, là, qui écrivent leur pace. Puis tu sais, je me dis, hey, wow, ils sont vraiment des machines. Puis tu sais, c'est le fun à suivre aussi, là. C'est juste que je trouvais qu'il y a un bout où j'ai mis mes paces, puis il y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient, ah, ben là, tu sais, tu cours pas vite, ou ah, ben là, tu cours vite. Puis là, je suis comme, ben, je cours à ma vitesse, là. C'était plus je me suis dit, ça sert à rien de toute façon, puis je fais juste écrire ce que je fais. Ben, c'est très simple. Puis tu disais que tu as toutes sortes de communautés. Comment toi, ta relation est avec les médias sociaux? Tu dis que tu l'utilises comme journal, mais c'est intéressant parce que tu reçois toutes sortes de commentaires. Je suis sûr que tu es inspirante, puis tu suis plein de gens. Il y a plein de gens qui te suivent en fait pour apprendre, puis qui te posent des questions, puis c'est cool. Toi, ta relation est comment avec les médias sociaux, avec Instagram, où tu es très active et suivie? Mais moi, j'adore la communauté Instagram. J'ai 99% de gens positifs qui sont vraiment le fun à suivre. Ils me suivent aussi. J'ai des belles interactions. J'ai même fait un voyage en Arizona juste avant la COVID l'année passée. Puis j'ai pu courir avec des gens de l'Arizona d'un club de course là-bas grâce à Instagram, justement parce que je les suivais. Puis, petit clin d'œil, là, c'est Palindrome RNR là, en Arizona, je sais pas, il y en a peut-être qui la suivent. Elle a fait plusieurs 100 milers par année. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Puis elle a un club de course, puis elle m'a invitée. Puis j'ai pu courir avec elle, puis sa communauté qui venait d'un peu partout dans le monde. Puis tu sais, le monde des petits, des ultras, tu sais, il y avait l'ami de Barefoot Ted avec nous. Tu sais, c'était comme, c'était incroyable. Là, tu penses jamais que tu vas faire ça dans une vie, mais tu sais, tu avais des champions internationaux de demi-marathon de trail. Puis tu sais,
du monde super sympathique qui s'adapte à ta vitesse puis qui sont là pour jaser. Puis, tu sais, pour moi, c'était vraiment le fun, ça. Puis ça m'a permis aussi, justement, de découvrir le Gringos Running Club. Tu sais, c'est grâce à ça que Olivier m'a appelé. Puis aussi de connaître des courses à l'international qui m'intéressent, parler à des gens qui les ont faites. Tu parles international, justement, au-delà de ton objectif de 100 miles, as-tu des bucket list, des courses que tu te dis, OK, ça, c'est d'ici 20 ans, il faut que je fasse ça. C'est quoi ta bucket list? Elle est tellement grosse. Mais c'est un poster, c'est pas juste une liste. Ça rentre plus dans le bucket, là. Ça déborde. Mais oui, tu sais, les courses mythiques, évidemment, là, Western States, UTMB, ceux-là. Mais tu sais, récemment, je me suis qualifiée pour la CCC, donc je suis quand même contente. Ça serait une belle course à faire prochainement. C'est sûr que il y en a tellement, je ne sais même pas quelle prioriser. Mais c'est sûr que premier 100 milers, j'aimerais ça faire Javelina Jeune Red. Puis ça m'a l'air d'une course où il y a des bons quotas pour me permettre de terminer. Et des belles trails roulantes quand même, on dirait. Oui, c'est sûr que les trails Arizona, c'est dans le désert, il y a du relief, mais c'est particulier, c'est comme des grandes plaines désertiques. Puis là, pouf, tu as une petite montagne qui pousse c'est un peu seul. C'est pas des chaînes de montagnes là-bas, c'est des montagnes individuelles, mais c'est beau le désert de l'Arizona. Puis c'est ça, je pense que Javelina, c'est la plus connue de toute cette série de courses-là que Jamil Khoury organise dans l'Arizona. Puis si vous cherchez un trail d'hiver, moi je vous le recommande. Je l'ai fait une des courses de Jamil, puis ça s'appelle Aravaipa Running. Fait que si vous cherchez, quand la COVID sera finie, quand on aura le droit de voyager, moi, je trouve que de se trouver un petit défi d'hiver dans le sud, ça joint l'utile à l'agréable de se dire la motivation reste dans le piton parce que j'ai une course en janvier, février, mars, peu importe. Mais il y a aussi le fait de quitter l'hiver. On l'aime, l'hiver. Moi, j'aime l'hiver, mais c'est le fun d'aller passer une petite semaine ou deux en Arizona. Ben, faites pas le saut parce que l'hiver, il peut faire froid en Arizona. Quand je suis allée, il faisait comme moins 12 le matin. Quand même, hein? Mais après ça, avec le soleil, il faisait 6-7 degrés, il y a des journées. Là. Fait que, mais il y a toujours du soleil, fait que il fait plus chaud quand même. Attendez-vous pas une destination soleil pour vous faire griller. Non. Moi, comme d'habitude, en finissant, j'ai mes questions éclairs. Je ne sais pas si tu es prête, mais c'est 10 questions rapides. Tu réponds le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT appartient toujours à Isabelle Morin en 22 secondes. C'est très rapide. Puis moi, je suis content de parler de place des femmes, de la vitesse des femmes. C'est un sujet qu'on a eu. Moi, je tiens à dire que dans le FKT, des questions éclairs NAC, de ne pas sortir du bois, les femmes torchent, puis c'est beau à voir. Parce que vraiment, les temps les plus rapides sont les femmes. Puis Isabelle Morin en 22 secondes, je pense que c'est un temps difficile à atteindre, mais on va voir si Marie-Ève, tu peux la battre. Tu me dis quand tu es prêt, je te pose tes 10 questions. OK, go. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Course organisée ou défi personnel? Défi personnel. Strava ou Instagram? Instagram. Questionnaire barre banane chocolat ou amande chocolat? Amande chocolat. Sentier roulant ou technique? Roulant. Arikana ou Bromont Ultra? Arikana. Courir seul ou en groupe? Seul. Sucré ou salé? Salé. Courtney DeWalter ou Camille Aaron? Courtney. 23 secondes. Très, très fort. Deuxième meilleur temps ever. Yeah! Félicitations. Merci. Juste pour les stats, tu viens quand même de battre le deuxième temps le plus rapide qui appartenait à Anne Champagne. Donc, félicitations. Yeah. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'était vraiment intéressant de parler de ton demi-Everesting d'hiver, de tes aventures, de tes apprentissages. Puis, un sujet qui, je pense, qui est nécessaire. Je pense que ce que j'en retiens, moi, au-delà de... Je rappelle, le but n'était pas de démoniser ou quoi que ce soit. Puis je ne pense pas que ça avait paru comme ça, mais il ne faut pas le prendre comme des attaques. Au contraire, je pense que c'est juste de rappeler, puis ça, c'est bon entre elles, mais c'est bon dans la société en général, qu'il y a des efforts à faire. Puis ce n'est pas des efforts qui coûtent cher, ce n'est pas des efforts qui demandent beaucoup d'efforts, justement. C'est juste d'avoir ça en tête. Puis je pense que tu le fais hyper bien, puis tu utilises ta communauté, ton large following sur Instagram aussi pour en parler. Puis je trouve ça important de se dire... une responsabilité. Je le disais dans d'autres épisodes, je sens que j'ai une responsabilité, moi, en gérant un petit balado, de juste donner une visibilité sur la belle diversité de gens de notre communauté, mais il y a une responsabilité qui vient quand tu es un média ou quand tu as un large nombre d'abonnés sur les médias sociaux, puis d'en parler, puis juste de rappeler que ça existe, puis que c'est des petits efforts, puis de le faire. Fait que je
je te lève mon verre d'eau. J'ai plus de bière, mais je te lève mon verre d'eau. Puis je te remercie de le faire. Puis je pense que c'est des discussions qui sont nécessaires à avoir présentement dans notre sport. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps justement d'en discuter. C'est important aussi qu'il y ait une plateforme pour ça, pour en parler. Puis l'important, c'est pas de faire les plus gros changements monumentaux par rapport aux moyens qu'on a au Québec pour organiser les courses. C'est juste de se poser la question. Puis après ça, ben, on verra s'il y a des besoins ou pas, mais vraiment juste de se poser la question, je pense que c'est important. Exact. Puis impliquez-vous. On l'a vu, puis je relisais un peu les réponses qu'il y avait eu, puis tu sais, tu as eu des super belles réponses d'organisateurs de courses, puis c'est le fun de comprendre c'est quoi la réflexion derrière les cut-offs, puis c'est tellement logique, puis c'est tellement difficile pour ces organisateurs-là de tenir leur événement sur pied, puis encore plus en temps de COVID, mais je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité qui revient aux bénévoles, puis de s'impliquer. Fait que c'est un message à lancer comme ça. Il y a plein de courses qui s'en viennent, puis on espère qu'ils vont avoir lieu cette année en 2021. Impliquez-vous. Inscrivez-vous à vos courses préférées pour courir, puis inscrivez-vous à d'autres courses pour aller faire du bénévolat. Vous allez voir, c'est aussi trippant que de courir. Ça fait juste moins mal le lendemain. Exact. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Yannick. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui fait le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Ça fait chaud au cœur, en fait, à chaque semaine de voir l'engouement que chaque épisode crée. Les gens écrivent, les gens disent qu'ils nous écoutent. Il y en a que c'est en cuisinant, il y en a que c'est en courant, il y en a que c'est en marchant, il y en a que c'est en faisant des rides de char. Donc, dans tous les cas, merci de m'écouter. Merci à toi, Marie-Ève. Je te souhaite une bonne saison de course 2021. Ben, toi aussi, merci. Et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.